Étudiants auxquels je suis très attaché, ils projettent de faire un master à Berlin, ils ne peuvent pas aller à Berlin. Et donc la fatigue, elle passe par quelque chose qui est de l'ordre de la contrainte et de l'interdit et donc de l'inconfort. Alors on va voir ce qu'ils disent exactement ces jeunes de leur fatigue. Inès est au standard. Bonjour Inès, soyez la bienvenue. Bonjour. Vous avez 25 ans, je révèle tout. Posez votre question, on vous écoute. Alors, donc je suis dans la vie active depuis quelques années et j'estime avoir une vie saine. Et pourtant j'ai l'impression d'être tout le temps fatiguée. Nous sommes le 23 décembre 2020, il est 8h30 du matin. Nous sommes sortis du lac 49 et nous sommes sur la D325A. Il fait 8 degrés Celsius. Je pense qu'il avait plus d'énergie que moi à mon âge. Merci Inès pour à la fois ce témoignage et cette question. On a l'impression finalement qu'elle porte toute la France sur son dos, voire tous les problèmes du monde sur son dos. Oui, non, cela dit, je nuancerai, parce qu'il nous faut encore l'histoire de ce point de vue nous dit beaucoup de choses. Vous savez, génération fatiguée, vous retrouvez ça dans le temps. Par exemple, à la fin du 19e siècle, lorsque le monde s'est accéléré, les trains, les communications, le téléphone, etc., vous avez tout un ensemble de témoignages qui sont « Ah, nous sommes une génération de fatigués, qui sont surmenés, qui ne peuvent plus répondre aux exigences du temps ». Simplement, la différence aujourd'hui, me semble-t-il, et j'y reviens, c'est que l'écoute est beaucoup plus forte. Et il y a deux choses. Il y a d'une part le sentiment que les individus se donnent plus de légitimité. Vous voyez, plus d'importance, parce que je le vaux bien, plus important, parce que je le vaux bien. Je trouve que c'est extrêmement parlant ce genre de choses concernant la publicité. Parce que je le vaux bien, ça veut dire je le mérite. Ça veut dire j'ai une sorte de légitimité d'emblée pour avoir un certain nombre de choses. Et deuxièmement, la confrontation manque, la confrontation à l'impossibilité. Je le vaux bien et je ne peux pas. Donc c'est une contradiction. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que la fatigue psychologique, psychique est moins bonne et plus nocive que la fatigue physique? C'est souvent ce qui est dit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est indiscutable. Parce que la fatigue psychologique, vous voyez, et ça aussi historiquement, c'est extrêmement intéressant de le montrer, elle renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse. Elle renvoie à quelque chose qui est de l'ordre finalement du malaise intérieur. Et c'est pas le fait de sentir que votre corps finalement il vous échappe. C'est le fait de sentir que votre individu vous échappe, qu'il ne vous appartient plus. Et que cela vous menace, que cela vous inquiète. Donc ça c'est très fort. D'ailleurs, historiquement, je crois que ce qui est très intéressant, c'est de montrer comment précisément ce type d'inquiétude, ce type de malaise grandit avec le temps. Et un des premiers exemples, à mes yeux, ce sont les correspondances du XVIIIe siècle, où les individus commencent à exister pour eux-mêmes. Vous voyez, moins de religion, plus de place à l'autonomie, le citoyen, etc. Ils sont au centre du jeu. Voilà. Et vous avez dans les lettres des individus qui vous disent « Ah, je me sens brusquement fatigué, je ne peux plus faire ce que je voulais faire. » Donc il y a de l'écoute là. Et cette écoute, elle va grandir. Et elle va grandir de manière extrêmement importante parce que on va prendre davantage le temps. J'ai eu des traumas. Il s'est passé des choses dans mon enfance. J'ai été victime d'eux. Et à ce moment-là, ça se complique, ça s'approfondit. Et du coup, je trouve que ça pèse davantage. Alors, est-ce qu'avec la crise du coronavirus, est-ce que de nouvelles formes de fatigue sont apparues? Je vous propose d'accueillir Hélène, qui est au standard également. Bonjour Hélène. Bonjour. On vous écoute, posez-nous votre question. Moi, je voulais juste demander à l'auteur si dans son étude, il avait rencontré le poème de Robert Lamoureux sur la fatigue. Parce qu'il la présente presque comme l'antidote d'elle-même, il en fait l'éloge. Et je trouve que du coup, il repose. Si je devais citer ce texte qui mérite d'être lu intégralement, je dirais par exemple vous me dites, monsieur, que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, et je m'en flatte. Il conclut aussi, et vous me conseillez d'aller me reposer, mais si j'acceptais là ce que vous proposez, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Voilà, c'est tout. Merci Hélène. Jean Vigarello, écoutez, je pense que c'est un magnifique exemple. C'est un magnifique exemple, mais c'est un exemple récent. C'est un exemple où la limite est perçue de plus en plus fortement et la négociation avec la limite est perçue aussi comme de plus en plus nécessaire, dans la mesure où, j'y reviens, la psychologie étant de plus en plus présente, le travail psychologique est également de plus en plus présent. Ça, c'est relativement moderne et c'est relativement récent. Alors, on a au standard une autre Hélène, et cette autre Hélène veut parler de la crise sanitaire. Vous êtes la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Oui, je voulais vous partager effectivement le fait que depuis cette crise sanitaire, je
dirais psychologiquement, je sens qu'une fatigue est bien plus lourde tous les jours malgré une vie saine. Et je voulais savoir quels sont éventuellement les remèdes pour pouvoir mieux dormir la nuit et se sentir bien moins fatigué. Merci. Ça fait 2 personnes. Merci beaucoup Hélène qui nous dit j'ai une vie saine, hein, tout va bien, mais je suis fatiguée. Oui, mais ça renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. Je pense que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où les contraintes sont ressenties de plus en plus fortes et sont de plus en plus présentes. Moi, je reviens toujours sur le même exemple. Vous savez, notre espace et notre temps sont totalement percutés aujourd'hui. On ne peut pas aller où l'on veut. On ne peut pas prévoir comme on le faisait auparavant, et ça entraîne indiscutablement un inconfort qui se traduit par une sorte de contrainte, de pression psychologique, d'insatisfaction qui se prolonge. Alors, comment répondre? Écoutez, franchement, je ne suis pas psychologue, mais ce que je dirais de façon la plus modeste qui soit, c'est un travail entre soi et soi. C'est-à-dire un travail sur la limite, savoir que la limite elle est incontournable, qu'il faut la négocier et qu'il faut apprendre à la vivre. Et en essayant de la vivre le plus sereinement et le plus calmement possible. Mais une fois encore, je ne suis pas psychologue, je suis historien. Mais quand on parle de la fatigue liée à cette crise sanitaire et liée à la maladie, effectivement, ce qu'Hélène vient de nous raconter, nous témoigner, il y a aussi avoir été malade et se sentir là profondément fatigué. Ah, alors ça c'est évident, mais c'est pas vraiment l'objet sur lequel personnellement je travaille. C'est-à-dire que personnellement je travaille pas sur la fatigue liée à la maladie. Je travaille sur la fatigue liée à une dépense. C'est pas la même chose, vous voyez, parce que ça sera un travail encore plus immense de travailler sur la fatigue et à la maladie. Mais c'est vrai que les personnes victimes du Covid traduisent tous et toutes le sentiment d'un écrasement qui lui se prolonge. Là aussi c'est important. C'est une réalité là. C'est une réalité évidente. Mais là aussi c'est important parce qu'il faut prendre en compte le fait que la perception s'inscrit de plus en plus dans quelque chose qui est d'ordre de la durée. Et on voit là encore comment naissent dans le temps cette attention à la durée. Vous voyez les récits de fatigue. Les récits de fatigue, écoutez, excusez-moi, mais vous n'avez pas ça au Moyen-Âge. Vous avoir des récits de fatigue au 18e, parce que les individus s'écoutent plus. Et donc, ils vivent dans le temps aussi, comment, ça joue ça. Ils vivent plus longtemps aussi, est-ce que ça joue aussi plus ça longtemps, mais surtout ils inscrivent dans le temps des données qui auparavant étaient considérées comme relativement distantes et séparées. Là, elles sont liées. Donc vous avez des récits de fatigue que je trouve très importants, qui deviennent des récits littéraires, vous voyez, fin 18e par exemple. Encore un petit mot sur la crise du coronavirus. Est apparu ce mot de charge mentale. J'imagine bien que ça existait avant. D'ailleurs, ça apparaît quand? La charge mentale, depuis quand on en parle? La charge mentale, ça apparaît dans la deuxième moitié du 20e. Et c'est lié à l'informatique. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale? Regardez votre écran. Votre écran vous pose la question suivante. Combien d'informations êtes-vous en mesure de gérer? Et dans certains cas, l'information est si pressante, si multiple, le flux informationnel est si chargé que vous n'avez plus à le gérer. Charge mentale. Vous voyez, et on voit très bien dans les textes d'ergonomie comment l'ergonomie traditionnelle porte sur la charge physique et comment l'ergonomie moderne